journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs. Bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15. Cela dit, l'hôtel Radisson Blu a accueilli ce matin le premier séminaire international d'échange d'expériences sur la gestion d'une commission électorale nationale indépendante et permanente. C'était le Premier ministre qui a présidé la dite cérémonie en présence de plusieurs partenaires, en présence de plusieurs participants. Plus de précisions avec Aïssa Adamou et Abdelmoumouni Abdou. Organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ce séminaire international d'échange d'expériences sur la gestion d'une commission électorale nationale indépendante permanente a pour objectif d'initier un processus dynamique, participatif et inclusif afin d'assurer une bonne gestion des processus électoraux. Dans son allocution, le représentant du PNUD est revenu sur la nécessité du passage d'une CENI ad hoc à une CENI permanente. Cette démarche me semble être désormais une expérience commune à promouvoir. La conduire auprès des organes de gestion électorale pourrait en effet constituer à terme le gage du professionnalisme et de la pérennité qu'il sied de conférer à vos institutions. Le PNUD, s'inscrivant dans le continuum de son appui aux institutions républicaines et aux organes qui soutiennent le processus démocratique au Niger, a accédé à la requête que la Commission électorale nationale indépendante lui a adressée il y a quelques semaines. Et le faisant, nous avons voulu renouveler notre confiance à la CENI en assurant la prise en charge intégrale du financement du présent séminaire. Il importe en effet de relever la pertinence des thématiques inscrites dans l'agenda de vos travaux qui s'alignent parfaitement avec le 16e objectif de développement durable. Quant au président de la CENI a saisi l'occasion pour d'abord rappeler la première alternance de l'histoire du Niger avant d'évoquer l'adoption du nouveau code électoral par la République du Niger en 2017. L'adoption en octobre 2017 par la République du Niger d'un nouveau code électoral a consacré la création d'une commission électorale nationale indépendante permanente appelée à renforcer durablement le fonctionnement de l'administration électorale au Niger. Cette dernière est appelée à construire son administration permanente, à la différence de la CENI, des CENI ad hoc qui l'ont précédée et a fonctionné de manière professionnelle. Or, depuis son installation, la CENI du Niger est encore en transition. Nous n'avons pas encore mis en place l'ensemble des organes et structures permettant d'assurer son fonctionnement régulier. C'est-à-dire un organigramme pleinement justifié, structuré. La priorité a donc été donnée, comme vous l'avez constaté, à des élections à bonne date. Procédant à l'ouverture de ce séminaire international, le Premier ministre est revenu sur l'importance d'une CENI permanente. Dans une démocratie, la légitimité ne peut s'acquérir qu'à travers les élections conduites suivant un processus transparent et par des acteurs au-dessus de tout soupçon. La mise en place d'une commission électorale indépendante, dotée d'une autonomie de gestion, renforce la transparence et la crédibilité du processus électoral. Pour parvenir
à de bonnes élections, il y a lieu de disposer de ce type d'organes indépendants et ayant de réelles capacités techniques et organisationnelles en mesure de lui permettre de respecter les normes en la matière, notamment en matière de programmation, de préparation et d'organisation, d'élections libres, inclusives, équitables et compétitives dans les délais constitutionnels. Ce séminaire international qui s'étend sur une durée de 3 jours sera enrichi par la contribution des différents organes de gestion des élections ou d'experts identifiés. Enfin, notons que la clôture de ce séminaire aura lieu le samedi à Radisson Blu. L'hôtel Radisson Blu a servi de cadre aussi à l'ouverture de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du plan d'action de la stratégie nationale de finances inclusif révisé 2019-2023. C'était sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou. Plus de détails dans ce reportage de Ramoto Morou à côté Abdouraouf Dayev. Organisé par le gouvernement du Niger à travers le ministère des Finances en collaboration avec la Banque mondiale, cette cérémonie d'ouverture de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du plan d'action de la stratégie nationale de finances inclusive révisée 2019-2023 a pour objectif d'améliorer l'inclusion financière au Niger, de présenter la stratégie nationale de finances inclusive et discuter sur l'appui des fonds qui concourent à sa mise en œuvre et des potentiels appuis dans les prochaines années, de présenter les résultats des projets et programmes d'inclusion financière des partenaires au développement et de l'État. L'objectif de cette stratégie est d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables au Niger, notamment les femmes et les jeunes, ainsi que le monde rural, grâce à un accès élargi aux services financiers, en particulier le crédit et les moyens de paiement. L'accès aux services financiers est aujourd'hui reconnu comme une des solutions appropriées pour combattre la pauvreté en milieu rural comme en milieu urbain défavorisé. Au Niger, c'est une population estimée à 22,6 millions d'habitants en 2020. La demande potentielle des services financiers est d'environ 11 millions de personnes. Cependant, seulement 2,6 millions de Nigériens ont recours aux services financiers. Environ 8,5 millions plutôt de personnes, soit 77% de la population active, n'a pas accès aux services financiers. Les femmes et les jeunes en milieu rural étant les plus concernés par cette vulnérabilité. Après avoir salué l'initiative de la stratégie nationale de finances inclusive au Niger, la représentante présidente de la Banque mondiale explique l'importance de l'inclusion financière au Niger. Au vu des retombées positives qu'apporte une forte inclusion sur l'économie nationale, il est crucial que nous y accordions plus d'importance. Au niveau macroéconomique, l'inclusion financière est un catalyseur pour le développement du secteur privé, principalement des PME, un catalyseur pour l'amélioration de la productivité du secteur agricole et des entreprises en général, un puissant levier pour mobiliser des ressources internes qui permet aux institutions financières de jouer un rôle plus important dans le financement de l'économie et de réduire la pression budgétaire des États. Au niveau microéconomique, l'accès aux services d'épargne et de crédit apporte un mieux-être aux ménages et permet d'améliorer la résilience face aux aléas de la vie. Le Premier ministre affirme que la présence des partenaires est un signal fort pour l'engagement à œuvrer pour le bien-être de la population ainsi qu'à une croissance économique davantage inclusive au Niger. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est consacrée à la table ronde pour le financement de la stratégie nationale de finances inclusives révisée, qui est un cadre de concertation entre le gouvernement et ses partenaires au développement, visant à le soutenir dans la mobilisation des ressources prévues pour la mise en œuvre du plan d'action de la dite stratégie. Au regard de la qualité de l'audience et des thèmes à débattre, je ne doute point que de vos échanges sortiront des propositions pertinentes qui permettront d'apprécier les avantages et les risques, mais surtout de nouvelles pistes de solutions pour une digitalisation accrue, aux risques maîtrisés des paiements et processus des administrations publiques, des institutions financières et des entreprises du secteur privé, ainsi que le développement de la microfinance et l'amélioration du financement de l'agriculture.
Notons que cette conférence qui a rassemblé tous les acteurs clés de l'inclusion financière sera animée par des agents des différentes institutions financières de la sous-région. Cérémonie officielle ce matin, mais cette fois-ci à l'hôtel Sahel du lancement d'adoption d'avant-projet du décret réglementant la profession d'expert en automobile par le ministère des Transports. Le compte rendu avec Rufatou Mamadou à côté Mamassay. Cet atelier de lancement d'adoption d'avant-projet de décret réglementant la profession d'expert en automobile du ministère des Transports rentre dans le cadre de la professionnalisation du secteur avec l'appui de l'Union européenne à travers le projet d'appui à la régulation des transports terrestres. L'expertise automobile est une discipline technique née en France dans les années 1930 pour aider les assureurs à déterminer l'imputation, les causes et le coût de la réparation des sinistres. Elle s'est professionnalisée toujours en France dans les années 1960 avec l'obligation d'assurance qui est faite aux propriétaires de véhicules terrestres à moteur. De nos jours, l'expert en automobile est un professionnel du véhicule dont les compétences techniques lui permettent d'en évaluer précisément l'état et la valeur du véhicule, notamment après un accident de la route, d'en décider des défauts, les défauts, d'en apprécier la valeur et d'évaluer le coût de la remise en état. Au Niger, jusqu'à nos jours, la profession de l'expert en automobile est jusqu'ici encadrée par les tribunaux régionaux de commerce et les chambres de commerce. Cependant, le chapitre 2 de la loi numéro 2014-62 du 5 novembre 2014, articles 36 à 40, organise désormais cette profession et envoie les conditions de qualification à des textes réglementaires, d'où la proposition de cet avant-projet de texte qui sera soumis à votre appréciation. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui sera animé par un éminent professionnel et je vous exhorte à accorder toute l'importance que requiert le sujet afin que les résultats de vos réflexions soient utiles pour l'amélioration des documents soumis à votre examen. Notons que cet avant-projet soumis à l'appréciation des membres du ministère du Transport est le tout premier à être adopté afin d'aider les assureurs. Sera soumis aux autorités une fois adopté par les participants à cet atelier. Journée internationale de la mode d'éthique sous le thème mode d'éthique et l'environnement, la fondatrice Mabiba a organisé cet après-midi une conférence de presse à l'hôtel Bravia, compte rendu avec Alou Mamassani et Abdul Moumouni Abdou. Cette conférence de presse organisée par la Fondation Mabiba avec ses partenaires, notamment la société Niger Telecom, a été une occasion pour la fondatrice Madame Biba Amadou Kounchi de faire le point sur le préparatif de la célébration de la Journée internationale du mode d'éthique, la toute première édition initiée par une Nigérienne qui a but d'apporter sa contribution dans la protection de l'environnement. C'était en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, le représentant du ministère de l'Environnement, la Fondation Al-Fadi et Héritage et l'hôtel Bravia de Niamey. Pour la fondatrice de la marque Mabiba, cette initiative est tirée de longue date. Ça fait déjà 3 ans qu'on l'initie, qu'on le pense, mais on a eu des contraintes avec l'arrivée de la Covid. On n'a pas pu mettre en place comme nous l'avons voulu. D'ailleurs, avec Al-Fadi, on s'est vu au Niger et en dehors du Niger, on en a parlé à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, c'est en train de voir le jour et c'est vraiment un plaisir. Alors, pourquoi la Journée internationale de la mode éthique? Parce que tout simplement, moi, j'ai commencé la mode il y a 4 ans. Et donc, quand on commence, on fait des recherches parce qu'on a envie de savoir ce qu'il y a derrière. Et donc, je me suis rendu compte que l'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et donc, comme ça ne va pas avec mes valeurs, je me suis dit qu'il va falloir faire quelque chose. Quelque chose, c'est quoi? C'est opter pour une démarche éthique, pour une démarche éco-responsable. Le ministère de l'Environnement s'est dit prêt à accompagner la Fondation Mabiba. En tout cas, dès le premier jour, quand elle nous a rencontrés, nous lui avons fait comprendre que nous sommes disposés à l'accompagner dans la mise en œuvre de ses activités. Et
effectivement, elle nous a fait le lien entre l'environnement et la mode, et nous savons qu'il y a effectivement une empreinte au niveau de l'environnement que la mode laisse toujours. Cette empreinte-là, dans la mesure où ils ont pris conscience du problème que cela cause à l'environnement, c'est déjà un plus dans la mise en œuvre de solutions à ces empreintes écologiques-là. Prenant la parole, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, celui-ci se réjouit de l'engagement de la Fondation Mabiba dans la sensibilisation du grand public à travers la mode. Nous sommes un pays désertique qui est touché par la pollution, le changement climatique. Donc elle nous ouvre les yeux sur notre pays. Comment mettre la mode à contribution. Donc la journée du 3, vraiment ceux qui auront la chance de venir ici à l'hôtel Bravia seront édifiés. Ils pourront vraiment suivre les différentes communications, les exposés. Et le ministère est là pour l'encourager. Vous aurez toujours notre support. C'est quelque chose de nouveau. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Et ça prend vraiment des personnes comme vous qui ne baissent pas les bras, qui forcent les portes. Mais petit à petit, vraiment, je crois que vous allez gagner le public. Les gens vont comprendre et les mentalités vont évoluer. Il faut noter que l'industrie de la mode est la deuxième industrie polluante dans le monde. Cependant, la Fondation Mabiba se lance dans la démarche de récupération des déchets, la sensibilisation des grands publics sur les questions liées à l'environnement, en apportant d'autre part une valeur ajoutée à la mode éthique et de l'environnement. Un nouveau concept Mabiba stylisme qui sera ce samedi autour de plusieurs créateurs de la sous-région à l'hôtel Bravia de Niamey. Parlons santé dans cette édition. L'errance des personnes en déficience mentale est devenue un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Qu'en est-il de la responsabilité de la société face à cette errance? Commentaire avec Aïssa Adamou sur les images de Abdel Nasser Abdou. Les personnes en déficience mentale errent en grand nombre dans les rues des quartiers et marchés. Le centre-ville enregistre un grand nombre important de ces dernières qui préfèrent passer les nuits sur les rues ou sur les grands carrefours de la capitale. Malgré la bonne volonté de certaines organisations intervenant dans ce domaine, certains malades mentaux optent vivre dans la solitude. Quand vous dites un malade mental, c'est quelqu'un en tout cas, sur le plan mental, il lui manque quelque chose. Nous appelons ça en tout cas peut-être une lésion mentale. Ça peut être dû en tout cas peut-être à un choc, un accident. Ça peut être dû en tout cas à des stupéfiants. Ça peut être dû en tout cas à une déception quelconque. Ça peut être en tout cas dû aussi à certains paramètres dans l'ombre. On appelle ça autre. Parce que vous savez, il y a des malades mentaux qui ne sont pas en tout cas, qui sont peut-être par des forces invisibles. Nous les rencontrons en pagaille. Mais il faut savoir qu'en Afrique en général et au Niger en particulier, nous les rencontrons partout en tout cas dans nos rues. Pourtant, notre société joue un rôle important dans l'accompagnement de ces malades. Force est de constater que la situation est aussi critique. Et c'est des gens qui sont difficilement contrôlables. Ils peuvent sortir et puis aller tout droit là où ils ont mis le devant sans tourner. Un malade mental peut se déplacer 10 km par jour. Et où faut-il le chercher? Un malade mental amené dans un centre spécialisé aussi, ce n'est pas tellement bon. Parce qu'il y a certains malades mentaux qui sont passifs, qui n'agressent personne. Mais quand on les amène dans des lieux de détention, tels que, je ne sais pas, un centre d'hôpital, quelque chose comme ça, ils deviennent en ce moment agressifs vu à l'environnement qu'ils ont trouvé. Là où encore ils sont, on peut dire, agressifs, c'est quand dans la rue, ils s'attaquent à une tierce personne, surtout aux femmes par exemple. Parce que et le cas de la femme, de la jeune femme mentale, maladie mentale, est dangereux. Parce que, vous savez, en matière de fortune, le cœur est déjà souillé.
Voilà une dame en assez grande forme qui n'est pas totalement vieille. Des gens pour se faire une fortune sont capables d'aller les fréquenter sexuellement avec toutes les saletés, avec toutes les propriétés qu'elles ont. On les fréquente et on voit par exemple une femme jeune, mentale, parfois en état de grossesse, avec un bébé, ainsi de suite. Et voyez, quand une femme mentale l'a séparée avec son bébé, c'est un grand problème, en tout cas pour la société. Mais parmi les malades mentaux, il y a des gens, il y a des super-hommes, super-gens mentaux. Qu'est-ce qu'on veut dire? Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez quitter ici Niamey pour aller à Dosso. Vous allez voir un malade mental chargé de bagages que vous dépassez. Et vous êtes capable de le trouver avant d'entrer à Dosso devant vous. Personne ne l'a transporté. Donc il y a des associations. Et je vous dis que il y a des malades mentaux qui peut-être sont bénis. Pourquoi? Parce que on peut trouver des malades mentaux à la Mecque, autour de la Kaaba, et les gens qui sont partis ont vu des gens qu'ils ont connus étant des fous ou bien des malades mentaux dans leur pays. Ils les rencontrent parfois. Mais mentir n'est pas bon. C'est pas la peine que même si vous les voyez, il vaut mieux vous taire, parce que quand vous allez dire que vous avez vu quelqu'un, en tout cas à tel endroit, on vous dira que vous avez menti. C'est impossible. Enfin, le gouvernement, à travers les services compétents, continue d'assister ces personnes en déficience. Cependant, la mobilisation de tous serait nécessaire, notamment les psychologues, pour mettre fin à la divagation de ces malades dans les centres urbains et dans toutes les localités du pays. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Très bonne réception. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.